oui, l'association s'appelle Choisir la cause des femmes. Et effectivement, elle a été fondée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi en 1971, dans la suite du manifeste des 343 femmes déclarant s'être faites avorter, publié par le Nouvel Obs, et qui est à l'origine, en fait, qui a contribué à la légalisation de l'IVG en France en 1975 avec la loi Veil. Il y a eu différentes étapes, mais l'association s'est constituée à un moment où des femmes donc célèbres, Delphine Seyrig, d'autres, enfin Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi elle-même avait signé pour déclarer s'être fait avorter de façon donc illégale. Et certaines des femmes qui avaient signé ce manifeste n'avaient pas la notoriété des autres, et elles étaient inquiétées par la justice ou inquiétées par leur employeur parce qu'elles avaient pris parti et elles avaient désobéi civilement en expliquant de quelle façon elles avaient transgressé la loi parce qu'elles estimaient de leur liberté, de leur droit fondamental de choisir de donner ou non la vie, comme l'expression était utilisée à l'époque, en tout cas à l'intérieur de Choisir. Elles ont créé Choisir la cause des femmes donc en 1971. En 1972, il y a eu le procès de Bobigny, procès pendant lequel une jeune femme qui a été victime de viol et qui a été dénoncée par son violeur, Marie-Claire Chevalier, se retrouve sur le banc des accusés, et sa mère se retrouve elle-même avec ses collègues de travail sur le banc des accusés, puisque ce sont elles qui ont aidé Marie-Claire à avorter. Pendant ce procès, l'équipe de Choisir la cause des femmes, les militantes, les féministes, pas toujours d'ailleurs d'accord sur la stratégie adoptée par Gisèle Halimi et par Choisir la cause des femmes, décident de faire un procès médiatique retentissant pour alerter l'opinion et créer un large débat dans la société française autour de cette question de la liberté de choix de donner ou non naissance à un enfant pour les femmes. Elles vont donc gagner ce procès, enfin en tout cas il n'y aura pas de condamnation, la justice n'entrera pas en condamnation pour ni pour Marie-Claire ni pour la mère et les collègues, et ce sera une des étapes qui permettront ensuite d'accéder à la légalisation de l'IVG. Il est à noter aussi qu'à la suite du procès, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi se sont rendues aux éditions Gallimard et ont, en accord avec Gallimard, fait publier les débats qui se sont tenus pendant le procès de Bobigny, ce qui est encore aujourd'hui interdit par la loi. Donc l'acte de désobéissance civile, c'est assez marrant parce que le contrat qu'on a entre Simone de Beauvoir et Gallimard est signé vraiment le lendemain de la décision de justice. Donc il y a vraiment une volonté d'aller au bout de ce geste de désobéissance civile, y compris du point de vue de l'éditeur. En 1978, il y aura le procès d'Aix, procès marquant, je pense aussi marquant à l'époque que le procès des viols de Mazan aujourd'hui et de l'affaire Pellicot. Ce procès en 1978 est celui des violeurs de Araceli Castellano et Anne Tonglé, qui sont un couple de jeunes femmes homosexuelles qui vont être violées, en partie torturées par des jeunes gens du coin. Ça se passe dans les Calanques à Marseille. Et Gisèle Halimi, en accord, une fois de plus, comme elle était en accord avec Marie-Claire Chevalier et sa mère, Gisèle Halimi va faire un procès retentissant, toujours avec l'équipe de Choisir, pour demander que le crime, à l'époque, en tout cas, n'est pas traité comme un crime, il est traité comme une agression. Il est donc jugé moins gravement et il n'est pas criminalisé. Et elle milite pour que le crime, le viol, soit reconnu comme un crime et jugé comme un crime, ce qui sera le cas à l'issue de ce procès d'Aix, procès pendant lequel également Choisir la cause des femmes va défendre le choix du huis clos à la seule demande de la victime majeure. C'est-à-dire qu'à partir du procès d'Aix, la loi va changer et seules les victimes majeures pourront choisir s'il y a huis clos ou non. Et on voit de quelle façon Gisèle Pellicot a utilisé ce droit, allant même contre la volonté du président du tribunal, qui lui ne se voyait pas respecter la loi, étant donné la brutalité, la violence des images partant en fait du viol, de son viol dont Gisèle Pellicot a été victime. Donc,
on a exactement le même processus. On va de la même façon publier les actes du procès d'Aix et assortir, comme pour le procès de Bobigny, assortir notre ouvrage d'une proposition de loi pour criminaliser le viol, obliger le huis clos à la seule demande de la victime, et pour que les associations aussi puissent se porter partie civile quand cela, dans les crimes de viol, quand cela est inscrit dans leur statut. Par la suite, Gisèle Halimi devient en 81 députée. Elle sera rapportrice pour la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Et puis, on milite, pareil, ça c'est encore à l'intérieur de Choisir à l'époque, sur la dépénalisation de l'homosexualité. Et aussi, militantisme actif de Choisir, avec Gisèle Halimi évidemment, pour la loi sur la parité dans les années 2000, en 2000. Et puis, dans tous ces épisodes, qui ont donc été toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on essaye, à travers un procès retentissant ou à travers une proposition politique, de lancer un grand débat national, d'essayer de faire en sorte que les gens s'approprient ça, même qu'ils s'approprient une décision de justice, qu'ils s'approprient le fonctionnement du procès, pour qu'ensuite on aille porter auprès des responsables politiques des changements de loi qui soient importants pour les droits des femmes. En 1979, il y a une nouvelle donne, c'est la première élection au suffrage universel direct du Parlement européen. Et cette année-là, Gisèle Halimi, avec d'autres femmes qui réfléchissent aux questions de droit européen notamment, vont se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette première élection au suffrage universel direct, d'un nouveau Parlement qui lui aussi va, pas tout de suite, mais produire du droit. Alors elle décide, et Gisèle donne le nom de clause de l'européenne la plus favorisée, à un système de droit comparé qui consiste à se dire, dans tous les domaines de la vie des femmes, c'est-à-dire droits sexuels et reproductifs, droit de la famille, lutte contre les violences de genre, indépendance économique et participation à la vie politique. On va comparer ce qui se fait dans les différents pays de l'Union européenne. On va prendre ce qui nous semble les lois les meilleures, qui marchent le mieux, qui sont les plus favorables à l'émancipation et la liberté, la dignité des femmes, et on va en faire un ensemble législatif qu'on va rendre applicable, on va en tout cas faire ce qu'il faut pour que ce soit applicable à l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui migrent ou qui sont présents ou qui résident, qui sont citoyens ou citoyennes européennes ou qui viennent sur le territoire de cette Union européenne. Et à l'époque, elles assortissent ça, parce qu'elles ont des projets très ambitieux, de l'abolition de la peine de mort, puisque ça n'est pas encore le cas, on est en 79 en France et ça n'est pas encore aboli. Elles demandent partout en Europe donc l'abolition de la peine de mort. Elles demandent des mesures pour un monde durable, elles ont donc des préoccupations écologiques, et elles demandent la paix. Elles veulent la garantie de la paix. Donc elles ont des ambitions extrêmement larges, et comme dit Gisèle, qui sont tout à leur honneur, c'est-à-dire qu'en tant que féministes, elles portent un projet global de société qui, partant du principe que ce qui est le plus favorable aux femmes dans une société est favorable à l'ensemble de la société. Alors ces grandes ambitions-là sont abandonnées en cours de route parce qu'il y a d'autres préoccupations qui arrivent, et notamment la loi sur la parité, et puis aussi probablement l'alternance politique en 81 qui va créer de grands espoirs féministes, je crois déçus d'ailleurs, mais en tout cas de grands espoirs. Et il se trouve que moi, donc, j'étais effectivement enseignante de lettres jusqu'au début de ce mois. Et j'invite Gisèle Halimi à venir rencontrer des élèves qui sont en première sciences médico-sociales à l'époque. Et une d'entre elles est une jeune femme qui arrive d'ex-Yougoslavie. Ses parents ont fui les conflits et les viols de purification ethnique. Et elle, cette jeune femme, elle est très intéressée de connaître les combats qui ont eu lieu en France pour la légalisation de l'IVG. Donc on me conseille, on me dit, tiens, essaye d'écrire à Gisèle Halimi, parce qu'il faut faire lire toutes ces étudiantes, toutes ces lycéennes. Pas forcément facile, surtout qu'au programme, il y avait Rousseau. Et donc on s'est dit, bon, on va étudier d'autres autobiographies, on va étudier celle de Gisèle Halimi et puis ses combats. Et donc Gisèle Halimi accepte, vient rencontrer mes élèves, et c'est comme ça que moi j'adhère, le minimum que je puisse faire, j'adhère à l'association. Et en 2005, donc ça fait 2 ans que je suis là, et donc bénévole, parce que je suis restée jusqu'à début janvier.
En 2005, il y a le rejet de la Constitution instituant une Constitution pour l'Europe. Dans ce rejet, les prises de position, en tout cas de choisir la cause des femmes, ils sont hostiles, et on passe pour d'affreuses souverainistes. Et Gisèle me dit, mais non, en fait, on n'est pas souverainiste, on veut simplement une Europe qui soit une Europe faite par les femmes, pour les femmes, et dans lesquelles on ait notre mot à dire. Donc elle me présente ce projet, et on constitue une première équipe de travail avec des bénévoles qu'on arrive à motiver. On laisse de côté tout ce qui ne concerne pas purement les droits des femmes, et on va reprendre les 5 thématiques. On va mener une première analyse comparée qui paraît en 2008 aux éditions des femmes et qui s'intitule « La clause de l'européenne la plus favorisée ». En parallèle, c'est ce que Gisèle a toujours fait et qu'elle nous apprend, outre l'énergie et l'engagement radical qui est le sien. Et ça, j'insiste très fortement sur l'engagement radical de choisir la cause des femmes, fondée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. Il faut resituer aussi, moi je connais le combat de Gisèle Halimi en 2003 pour son engagement pendant la guerre d'Algérie, où elle défend les personnes du FLN. Et je connais l'affaire Djamila Boupacha, où Gisèle a pris la défense de Djamila Boupacha, qui est une militante du FLN, qui a été violée, torturée par les militaires français. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle va rencontrer Simone de Beauvoir pour dénoncer dans un article dans Le Monde les tortures et les viols pendant la guerre d'Algérie. Et nous, on est héritières de cette pensée anticoloniale. On est héritières du tribunal Russell auquel Gisèle appartient, qui dénonce les crimes américains pendant la guerre du Vietnam, du tribunal Russell sur la Palestine. Gisèle est l'avocate de Marwan Barghouti. Et la cause palestinienne est une des grandes causes qu'elle défend. Et nous sommes militantes de choisir la cause des femmes, entièrement baignées dans cet héritage militant. Et donc j'insiste beaucoup sur ça parce que trop de récits aujourd'hui des combats de Gisèle Halimi dépolitisent ces combats, les résument à l'histoire de l'avocate juive tunisienne grandie dans une colonie quand on le dit, qui serait devenue une riche avocate parisienne, et on en fait cette success story-là en la dépolitisant le plus possible. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel nous, on est très inquiètes, parce qu'on pense qu'il y a précisément un risque, un péril à dépolitiser les enjeux féministes et à perdre de vue la radicalité qu'ils portent en eux, ces objectifs, en tout cas ces combats. Donc, on fait en parallèle la publication de cet ouvrage qui, alors, c'est pas cette édition-là, mais qui propose en son cœur ce que Gisèle a appelé un bouquet législatif, c'est-à-dire l'ensemble en 2008, on trouve 14 lois qui nous semblent très avancées dans tel pays. On va faire du plaidoyer, Gisèle appelait ça du lobbying noble, c'est-à-dire qu'on va voir les différents partis politiques, on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez défendre ça dans vos programmes européens ? Des groupes politiques européens, enfin en tout cas les partis politiques français, des groupes, alors qui s'appellent aujourd'hui The Left, qui regroupe le PCF, LFI et autres, Europe Écologie Les Verts, enfin les écologistes, les Verts, au Parlement européen, Renew, c'est-à-dire l'équivalent de Renaissance, et j'en oublie un, les socialistes et démocrates inscrivent en 2009 dans leur programme électoral pour les européennes la clause de l'européenne la plus favorisée. Et puis nous, on rencontre des parlementaires européens, on rencontre des assistants de commissaires européens ou même des commissaires européens. En 2009, Franco Frattini, un Italien pas particulièrement porté sur les droits des femmes, mais qui est en charge de la justice comme commissaire européen, ou Vladimir Spidla, un Tchèque, qui lui est aux affaires sociales. Ou encore Margot Wallström, intéressante aussi parce qu'elle est suédoise et qu'elle est une grande militante des droits des femmes, la Suède étant très souvent en avance, en tout cas à cette époque-là, assez en avance. On va faire donc tout ce travail-là, à la fois d'analyse comparée, on essaye de créer, on fait un débat avec la présidence française de l'Union européenne, ça peut paraître surprenant, on est à l'époque sous Sarkozy, et on va quand même, avec la présidence française de l'Union européenne, faire un colloque, parce qu'on parle à tout le monde,
Il y a juste que, effectivement, Gisèle, Choisir, ne parle pas avec l'extrême droite, parce qu'une partie de l'extrême droite se dit féministe. Il y a même un groupement féministe, dont j'ai oublié le nom, Némésis, voilà, merci. Némésis, qui en fait sont des féministes dont le propos consiste à dire les violeurs sont les étrangers, il faut les mettre dehors. Ou les violeurs sont les arabes, ou les violeurs sont les musulmans, et il faut les mettre dehors. Donc en fait, la pensée, et celle-ci, elle est donc complètement fausse et complètement caricaturale, et donc voilà, on n'a pas affaire à cette partie de l'hémicycle dans notre lobbying politique et dans notre plaidoyer, puisque voilà, sans compter les animosités anciennes de Jean-Marie Le Pen à l'égard de Gisèle Halimi et tout son programme dès le début de sa vie politique qui s'oppose à tous les droits sur lesquels nous, on s'impliquait, notamment le droit à l'IVG. Donc on fait tout ce travail-là, les partis politiques ont inscrit ça dans leur programme politique, alors on se dit c'est gagné, il n'y a plus rien à faire, attendons de voir. Et il ne se passe évidemment rien, pour les droits des femmes en tout cas. Et donc, on tente, on continue à essayer de militer. Et lorsque Gisèle disparaît en 2020, je me dis qu'il faut reprendre. Donc là, je suis devenue présidente à mon tour de Choisir la cause des femmes. Et je me dis, il faut qu'on reparte. C'est donc à partir de 2022, en fait, il faut qu'on refasse notre analyse comparée de droit. Mais par contre, notre analyse de droit comparé, mais par contre, on va le faire cette fois-ci, non pas en restant de Paris ou de province. On va, et puis c'est passé quand même beaucoup de choses entre 2008, la première publication de notre livre, et 2022, il y a pratiquement 14 ou 15 ans. Et pendant 14 ou 15 ans, c'est extrêmement intéressant de voir ce qui s'est passé et d'observer ce recul-là. Donc on se dit en 2022, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir faire un tour européen des organisations féministes et on va leur dire, voilà, notre projet, c'est se dire, voilà, on veut que l'Europe prenne les meilleures lois et fasse des ensembles législatifs, un ensemble législatif, etc. On explique le principe et on reçoit un très bon accueil, en réalité, de toutes les femmes qu'on va rencontrer. Alors, de la vertu d'être enseignante, on a des congés. Et donc, le tour européen va se faire pendant les grandes vacances. Un peu roots avec des militantes de Choisir. Et nous partons et on se fait aider un peu par la diplomatie féministe. Je ne sais pas si vous connaissez la diplomatie féministe. C'est une ligne des politiques de la diplomatie française, empruntée d'ailleurs à la Suède, qui est la première à lancer la diplomatie féministe, et qui vise à, dans les ambassades de France, dans les pays, à l'étranger, d'essayer d'avoir des contacts avec les personnes qui militent pour les droits des femmes et des personnes LGBTQI+. On est aidé par tout ce beau monde et on commence à partir en Croatie, puis on va en Slovénie, on va que je reprenne, Croatie, Slovénie, Autriche, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie, puis en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Finlande, en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, à Bruxelles, enfin en Belgique, et on va visiter comme ça un certain nombre de pays. Et ce que nous voyons est globalement, je dirais, assez effrayant. Parce que ce qui s'est passé en 15 ans, et qui choque, qui heurte, c'est entre autres la montée de l'extrême droite dans beaucoup des pays. Nous, on a voulu aussi partir parce qu'il y avait eu le backlash aux États-Unis sur la question de l'IVG quelque temps avant, qu'il y avait eu la guerre en Ukraine, c'est le début de la guerre en Ukraine, et qu'on voit que des femmes victimes de viols de guerre en Ukraine, quand elles arrivent en Pologne, ne peuvent pas obtenir d'IVG, puisqu'à l'époque, la Pologne est dirigée par un parti d'extrême droite qui a rendu littéralement impossible l'accès à l'IVG, et que donc, aux yeux du monde entier, l'Europe apparaît comme un pays, enfin l'Union européenne, pardon, apparaît comme une union qui, en réalité, est très en retard
alors qu'elle semble si avancée, ou en tout cas elle se présente comme si avancée au regard de tout le monde, de tout le reste du monde. Il y a tous ces éléments-là, et puis il y a cette menace tout le temps de l'extrême droite un peu partout, qui se confirme, et qui se confirme aujourd'hui. On a tous à l'esprit tout ce qui se passe autour de Trump, mais tout ce qui se passe aussi dans d'autres pays, avec Orban en Hongrie, ou dans d'autres, et on a tous à l'esprit le salut nazi d'Elon Musk il y a quelques jours. Et quoi qu'il en soit, ce qui va nous marquer, c'est les incroyables différences de droits d'une citoyenne à l'autre dans l'Union européenne. À plus forte raison quand ces citoyennes sont racisées, quand ces citoyennes sont migrantes, quand elles sont porteuses de handicap, ou quand elles sont persécutées parfois en raison de leur religion. Et cette différence de droit, alors il y a des moments où c'est suffocant parce que on a rencontré au mois d'août Krystyna Kakpura, qui est la présidente du planning familial polonais, et qui est seule avec la personne chargée du plaidoyer, qui est une jeune femme, qui m'explique que quand la Pologne est entrée dans l'Union européenne, elle a été vraiment heureuse. Elle était étudiante à Paris et ça a été une joie pour elle immense. Et elle me dit maintenant, j'en peux plus, quand je vais dans des colloques ou quand je vais à des manifestations politiques dans lesquelles des ministres, comme me dit-elle alors à l'époque la ministre des Droits des Femmes ou le ministre des Affaires étrangères français, que j'ai entendu dire on ne pourra rien faire tant qu'il n'y a pas d'unanimité pour légiférer sur l'avortement ou pour vous aider, vous les femmes polonaises. Elle me dit je ne peux plus les écouter. Je sors et je pleure parce qu'on n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe en Pologne. Et Krystyna Kakpura, qui est une femme qui est proche de la retraite et qui est hyper militante, hyper puissante, nous dit, moi j'ai demandé à ce que personne ne vienne au mois d'août des militantes du planning familial polonais, parce que tout le monde est en burn-out en fait, même les militantes sont en burn-out. Plus personne ne peut continuer dans ces conditions-là. Elle m'explique que les 6 derniers cas en fait, les plus marquants sont des femmes, et ça marque davantage la société, ce sont des femmes qui sont inscrites dans des vies de famille, dans une vie économique, qui sont plutôt de milieux aisés, qui ont déjà des enfants, et qui se sont retrouvées enceintes, et en cours de grossesse, on leur explique que l'enfant qu'elles portent porte un handicap très lourd qui fait qu'il ne survivra pas, et qu'il y a un danger, en tout cas, pour continuer cette grossesse, mais personne n'est d'accord pour faire avorter ces femmes. Et donc on laisse le fœtus mourir dans le ventre de la mère, et on enlève le fœtus quand il est mort, et ces femmes sont toutes mortes. Elles meurent de septicémie parce qu'on ne les a pas avortées à temps, qu'on a attendu que le fœtus à l'intérieur de leur corps meure. Et ça, c'est bouleversant parce qu'elles ont tous les visages de toutes ces femmes. Certaines de ces femmes se sont filmées à l'hôpital pour faire passer leurs témoignages et pour montrer la gravité dans laquelle on se trouve. On apprend en Hongrie, à peu près, je pense que c'est à peu près à la même époque, un député d'extrême droite crée une nouvelle loi qui oblige les femmes à avoir un exposé sur les fonctions vitales du fœtus quand elles veulent avorter. Donc avant d'avorter, le médecin doit notamment faire écouter le battement de cœur du fœtus. Et on va voir comme ça une litanie de lois plus violentes, plus barbares à l'égard des femmes, les unes que les autres, ce qui fait qu'on est effrayé. En Lituanie, j'ai du mal à comprendre ce que me dit notre interlocutrice, mais je finis par comprendre qu'en réalité leur combat du moment, c'est de lutter contre la stérilisation forcée des femmes handicapées. Et que c'est un des cas qui les anime en ce moment, et que dans 14 pays de l'Union européenne encore aujourd'hui, on peut pratiquer la stérilisation forcée des femmes handicapées, des femmes porteuses de handicap. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement déprimants, accumulés les uns ou les autres, et quand vous voyez que par ailleurs c'est riche partout,
des frontières, que les gens sont de plus en plus xénophobes, qu'un masculinisme qui est à l'état très faible, c'est des signaux faibles de masculinisme, mais qui vont prendre des proportions absolument délirantes. On voit le discours, par exemple, de Zuckerberg. Il n'y a pas que... il est convaincu par ce qu'il raconte, comme Elon Musk, comme les autres. Ils sont absolument convaincus que les femmes nuisent à la prospérité de l'entreprise, que le capital masculin d'une entreprise, c'est ça qui fait réussir une entreprise. Et Zuckerberg décide qu'il faut absolument qu'il le fasse, qu'il le renoue. Alors il est tout à fait dans la culture masculiniste, et les masculinistes diffusent leurs idées, notamment auprès des plus jeunes, parmi les forums de jeux vidéo notamment, et donc ils sont connus, c'est visible. Ce sont des gens, des hommes, qui viennent expliquer comment il faut être violent avec les femmes, comment les femmes doivent être traitées, qui expliquent ce que c'est qu'un homme, hein, et comment il faut imposer cette vision masculine contre les femmes, et notamment les féministes, qui deviennent de véritables cibles. Une parlementaire anglaise, son prénom je crois est Jeanne Cox, est ainsi assassinée par un masculiniste il y a quelques années de ça, et les féministes, au même titre que les militants écologistes, deviennent de véritables cibles. Donc dans cette montée extrêmement forte, la réponse de toutes ces femmes, qui sont de plus en plus dans la clandestinité, pour la plupart, parce que l'extrême droite arrive au pouvoir, pour la plupart de ces femmes, l'Europe est vraiment une espérance. C'est-à-dire que quand on dit à Christina Kakpoura, est-ce que vous voulez bien faire une vidéo pour dire quel est le message que vous voulez faire passer, elle n'hésite pas et elle l'a fait. Et elle dit qu'elle est déterminée et qu'elles continueront à descendre dans la rue pour aller manifester, quand bien même elles sont exposées à des violences policières énormes. Donc on a fait ces petites vidéos, elles sont sur Instagram, vous pouvez les voir. Je ne sais pas combien de temps on restera sur Instagram, mais en tout cas, ces vidéos sont là, et on revient de ce tour européen, donc passablement déprimé. Heureusement, on va passer par exemple en Slovénie, alors là c'est des lueurs d'espoir, Slovénie où il y a eu un changement de pouvoir politique, et où il y a à nouveau des avancées, là où la Croatie, elle connaît des reculs parce qu'il y a un fort taux d'un pouvoir politique qui est très à l'écoute des rétrogrades, des réactionnaires religieux catholiques, et qui font que c'est de plus en plus difficile d'obtenir en Croatie une IVG, et que les femmes vont aller en Slovénie, parce que Slovénie c'est beaucoup plus ouvert. Donc il y a d'un État à l'autre des liens qui se forment, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis, des relations qui se créent pour que les femmes puissent aller dans d'autres pays à côté où il est possible d'avorter. Donc il y a cette espérance-là. Il y a aussi en Irlande un mouvement féministe extrêmement puissant autour notamment de la figure un peu historique de L.B. Smith, qui est une femme qui a beaucoup milité pour les droits LGBT et qui a beaucoup milité pour l'abrogation du 8e amendement qui, en Irlande, pénalisait l'IVG. Et là encore, c'est une victoire, et une victoire qui est liée à la mobilisation. Il faut retenir, pour l'essentiel, que nous, notre bouquet législatif, il n'invente rien de très nouveau. Il y a des avancées législatives, il y en a, on voit par exemple la notion de consentement. Ces éléments-là, on ne les invente pas. On prend des choses qui existent dans les lois et dans le droit des différents États membres. C'est simplement que les avancées ou les reculs, c'est uniquement une volonté politique. Uniquement une volonté politique. C'est-à-dire que sans volonté politique, ou quand une volonté politique, quand au pouvoir arrive une extrême droite réactionnaire qui ne veut pas donner de droits aux femmes et aux personnes LGBTQI, c'est la première chose qu'ils font, c'est le premier marqueur. L'arrivée d'un gouvernement de droite avec c'est pas tout à fait une coalition, en septembre 2022 en Suède, arrive au pouvoir des gens d'une droite très dure, très conservatrice, avec un ministre des Affaires étrangères, qui lui est très proche de l'extrême droite, et qui, première chose qu'il fait le premier jour de son arrivée au ministère des Affaires étrangères, il raye la diplomatie féministe. Voilà, c'est l'entrée en scène symbolique.
On ne trouve plus sur le site d'information aux États-Unis, on ne trouve plus d'informations sur l'IVG sur les sites interétatiques où on les trouvait jusque-là. Donc en fait, c'est un marqueur politique. Nier les droits des femmes, réduire les femmes à un statut de dominé entier, c'est une vraie volonté politique affirmée, c'est un marqueur. Ce qui est intéressant aussi d'observer sur les 15 années, c'est qu'il y a eu... Alors, les moyens financiers dont disposent les anti-choix, notamment, c'est-à-dire la Manif pour tous, par exemple, les moyens financiers de ces mouvements politiques réactionnaires sont garantis par des milliardaires américains, nord-américains, sud-américains, russes, qui donnent des moyens financiers qui sont 10 fois supérieurs aux moyens financiers dont disposent les associations féministes. Donc le combat est notoirement inégal. On voit comment est-ce qu'ils utilisent exactement les mêmes armes que le militantisme féministe, les réseaux sociaux, les manifs. La manif pour tous, c'est des manifs, chose qu'on n'a jamais vue auparavant, et des argumentaires qui sont portés au plus haut niveau de l'État. Emmanuel Macron a parlé de réarmement démographique, exactement de la même façon que Orban, qui parle de réarmement démographique. Il crée un grand colloque annuel sur le réarmement démographique, où on voit Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour et les autres venir parler réarmement démographique. Quand vous parlez réarmement démographique, ce que vous armez en premier, c'est le ventre des femmes, pour qu'elles fassent des enfants. Donc, ça, c'est les constats, c'est, voilà, on sait face à quoi on est. En face de ça, il y a des avancées. Et ces avancées, elles sont conventionnelles, avec la Convention d'Istanbul, qui voit le jour en 2011 et qui entre en application, je pense, en 2014, mais je ne suis plus tout à fait sûre de ces dates-là. En tout cas, la Convention d'Istanbul, c'est une convention d'éradication de toutes les formes de violence de genre. Elle est assortie d'un groupe d'experts qui viennent expertiser les politiques des différents États membres du Conseil de l'Europe et qui sont regroupés sous le nom de GREVIO. Le groupe des experts, le GREVIO, veille à la bonne application de la Convention d'Istanbul qui offre... Alors nous, c'était amusant quand on a vu arriver la Convention d'Istanbul, on s'est dit « ah mais c'est notre clause ». Parce qu'en réalité, ça veut lutter contre les phénomènes de violence en pensant bien le continuum de violence et en pensant bien aussi les questions d'éducation et les questions très pratiques de logement, les questions très pratiques de prévention, de pratiques interdisciplinaires, etc. Et cette Convention d'Istanbul, c'est un outil puissant. Les États en sont signataires. Depuis peu, la personnalité morale de l'Union européenne est également signataire de la Convention d'Istanbul. Mais c'est comme se retirer des accords de Paris. Quand on est pas très progressiste, on se retire parfois de la Convention d'Istanbul, comme par exemple la Turquie elle-même. Ça, c'est des outils conventionnels qui sont des sources d'inspiration très fortes pour le droit. Et on a vu des pays extrêmement avancés mettre en application cette Convention d'Istanbul, alors que les milliardaires américains et leurs penseurs, eux, sont arc-boutés contre la Convention d'Istanbul et notamment contre l'article 3 qui évoque la question du genre. Là, je rejoins la question de votre thématique, le féminin, le masculin. Cette dualité précisément des genres, elle avait fort mauvaise presse il y a 20 ans. Maintenant, ce qui a très mauvaise presse, c'est le genre. Alors, cette Convention d'Istanbul rejetée sur la définition, en raison de la définition du genre, ce qu'ils appellent la théorie du genre. Donc, on a ces adversaires-là, et puis à côté de ça, on a, dans les 15 années, à part la Convention d'Istanbul, la grande chose qui va chambouler le monde, c'est MeToo. Et là, alors, encore, on crie MeToo, quelle horreur! L'accusation sur la place publique d'hommes tout à fait respectables, Gabriel Matzneff, Gérard Depardieu et d'autres, tout à fait respectables. Quelle horreur! Les voilà dénoncés sur la place publique. Mais ça, c'est de la radicalité. Ça, c'est comme dire « j'ai avorté » à une époque où la loi de 1920, mise au service du repeuplement de la France,
et subit ou fait subir des femmes à des femmes des avortements clandestins qui les font mourir. Cette radicalité de MeToo, elle va être extrêmement précieuse et elle arrive avec, à partir de 2017 aux États-Unis, avec l'affaire Weinstein, convaincue de centaines de viols. Et elle va arriver en France avec différents MeToo et à partir de janvier 2021, MeToo inceste. Autre coup de pied dans la fourmilière, le plus grand constitutionnaliste français est un violeur de son beau-fils. Et le livre de Camille Kouchner est un pavé dans l'immense mare saumâtre des activités parisiennes, du parisianisme, des gens haut placés qui étaient tous au courant, à tel point que le directeur de Sciences Po va lui-même démissionner, parce que tout Sciences Po est au courant, avec la Familia Grande. Alors, bravo, si vous le saviez, je ne crois pas que tout le monde en ait entendu parler, mais c'est vraiment quelque chose qui va quand même profondément bouleverser la société française. Moi, je pense, et je vois un rapport très fort entre, d'abord, ce livre, La Familia Grande, de Camille Kouchner, qui vient briser l'omerta, la loi du silence, dans le milieu du droit, de ceux qui écrivent, non seulement la loi, mais qui écrivent la Constitution, et la constitutionnalisation de l'IVG. C'est-à-dire qu'il y a une brèche, et il y a une brèche pour un combat féministe qu'il ne faut pas redouter, parce qu'il fait avancer la société dans son ensemble, et il ne fait pas avancer que les femmes contre les hommes. Il y a des hommes féministes, il y a des femmes qui ne le sont pas du tout. Mais par contre, si on a bien compris l'intérêt qu'il y a à respecter les individus pour qu'elles et ils puissent vivre pleinement leur existence, sans subir de violence, sans ne jamais pouvoir choisir son existence, eh bien, il ne faut pas avoir peur de ce combat-là, il faut le mener, il ne faut pas avoir peur de sa radicalité, il ne faut pas avoir peur Mais en tout cas pour les femmes, et pour les droits des femmes, et pour les droits des personnes LGBTQI, je pense qu'il est essentiel et radical de ne pas avoir peur du féminisme et d'en faire une cause commune. Merci.